Bonjour à tous, bienvenue pour notre commission RH estivale, donc sur l'évolution et les perspectives du rôle de DRH en Afrique. Aujourd'hui, comme intervenant, nous avons donc Bénédicte Agostini à ma droite, qui est DRH Afrique de Deloitte. Ça fait 13 ans donc qu'elle est chez Deloitte. Elle a commencé en France avant de s'occuper d'Afrique. Deloitte aujourd'hui, c'est 1500 personnes sur le continent, avec trois filiales phares qui sont le Maroc, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Et Bénédicte nous fait le plaisir, puisque c'est une fois par an, elle participe à ce genre d'événement, et donc nous avons la chance que ce soit le nôtre cette année. Voilà. Merci pour l'invitation. À ma gauche, Jean-Michel Huette, doit-on le présenter, qui est membre éminent du CIAN, président de la commission numérique, qui fête ses 20 ans chez Bearing Point et ouais, cette année. Et qui est donc partenaire et responsable Afrique avec une cinquantaine de personnes sur le continent. Exactement. Et puis en ligne, Patrick Plactor, donc, qui est au Togo et qui nous fait la gentillesse de se connecter extrêmement tôt, de bon matin. Si Et tôt que ça. Ah, voilà, et donc alors là aussi qu'on ne présente plus, hein, qui a été DRH d'un certain nombre de groupes, Phonehouse, Ada, Richard Ellis, Hoche, pendant une vingtaine d'années, avant de se lancer dans la chasse de tête, le conseil RH, et qui depuis 5 ans est Managing Partner Afrique chez Alexander Hughes Afrique Search. Donc, nous allons aujourd'hui... Oui, je disais juste bonjour. oui, bonjour, il y a un petit décalage, excuse-moi Patrick. Ouais. Donc nous allons démarrer. Donc premièrement, alors voir un peu, enfin, que chacun d'entre vous me donne, alors là au niveau global, les grandes évolutions du métier de DRH ces dernières années. Alors vous choisissez deux thèmes, hein, et puis ensuite on verra justement comment ces transformations éventuelles arrivent ou pas sur le continent et dans la pratique sur le continent. Donc, je vais peut-être commencer par toi, Jean-Michel. Non, non, parce que justement, on a donc Jean-Michel qui, voilà, donc toi, tu avais évoqué, la première chose que tu avais dite, c'était effectivement tout ce qui était lié à la tech, à l'IA. Donc, qui sont pour toi ces 2, 3 dernières années les deux sujets euh, Alors, les deux sujets RH, pas que tu forcément liés vois, à voilà. l'Afrique, effectivement. Ouais, pas forcément liés à Euh, l'Afrique, non? je pense qu'il y a indéniablement, et on est au début de l'histoire, l'impact notamment de l'IA, notamment sur la partie recrutement, mais pas que, mais surtout recrutement pour l'ensemble des acteurs du recrutement et donc des RH dans le monde. Ce qui est aussi un peu ce qu'on a connu il y a 20 ans quand s'est développé les sites web. Je- le fait qu'on puisse déposer son CV en ligne, moi je fais partie de la génération qui a encore fait des CV qu'on imprimait, des lettres de motivation écrites à la main, qu'on timbrait, etc. Aujourd'hui c'est fini. Alors avec un impact, c'est que c'est beaucoup plus facile pour les jeunes ou les moins jeunes d'envoyer une candidature. Le problème c'est que les entreprises en reçoivent des quantités astronomiques. Bearing Point en France, on est 1100. L'année dernière, on a reçu 27 000 CV. Ah oui, il faut les traiter, hein. Et donc ça, c'était le premier fait il y a 20 ans. Et là, la nouveauté, c'est que l'IA arrive et va permettre, soyons clairs, aussi de, bien sûr, traiter ces CV de manière encore plus rapide, parce que c'est aussi la contrepartie du volume et de la facilité de candidature, c'est aussi les traitements. Mais il y a aussi l'utilisation de l'IA, pas juste pour le recrutement, mais aussi pour analyser, par exemple, les parcours de carrière. Alors, certaines startups l'ont fait en externe pour aider les candidats à dire, bah, là que vous avez tel début de carrière, voilà ce que ça pourrait donner quand on agrège ce qu'on fait les autres, avec la problématique de différence de génération. On l'a aussi utilisé, nous, en interne, pour donner un exemple, en reprenant 15 ans d'historique d'évaluation de nos équipes et de dire, est-ce qu'il y a des corrélations? Parce que l'IA, c'est aussi la capacité de traiter des données. Hein. C'est pas juste de créer des images et des jolis textes en poème. Mais ça permet d'agréger ces données, de se dire, bah, tiens, quand on voit en 15 ans d'historique les notes qu'on a mis aux gens, leur progression, etc., est-ce qu'on peut se dire, bah, ces gens-là sont à risque de partir du cabinet ou de l'entreprise dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, par rapport à ce que leurs prédécesseurs ont fait. Donc, on voit que c'est, je pense aussi, donc, et c'est intéressant parce que ça veut dire telle population était plus à risque que d'autres. Et nous, dans notre cas, on a vu que à certains âges, certaines promotions, tout d'un coup, on avait un taux d'émission qui était un peu supérieur, mais qui était lié aussi aux notes qu'ils avaient, donc aux primes qu'ils avaient, etc. Donc, ça permet aussi, typiquement, là, c'est sur l'axe rétention des talents. Donc, on voit que je pense que l'IA
C'est au début de l'histoire pour les RH. Et encore une fois, pour une raison toute simple, c'est que les ressources humaines, par définition, dans une entreprise, font partie des, on l'oublie souvent, mais des fonctions qui brassent beaucoup de données sur les personnes. Absolument. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Donc, je pense que, et c'est pas spécifique à l'Afrique pour moi. Oui, non, mais là, on est sur le. C'est vraiment global. Alors, après, avec toutes les questions éthiques, etc., que ça pose aussi. Donc, je pense qu'il y a des vraies réflexions. Euh, pour le clin d'œil, je vois aussi ça change un peu la manière dont les candidats se présentent. Moi, j'ai l'habitude, dans mon job à la fin, alors, je ne donne pas des secrets, mais de demander toujours que les candidats me fassent un petit écrit, synthèse de ce qu'ils ont compris des différents entretiens qu'ils ont eus. Dernièrement, j'en ai quelqu'un qui, on voit bien qu'il a utilisé ChatGPT, puisque sa synthèse, il l'a passé dans ChatGPT et après, il en a fait un poème. Donc, j'ai même reçu un poème qui n'était jamais arrivé, donc je trouve ça original. Mais on voit que ça peut évoluer aussi. Après, on apprécie ou pas, c'est autre chose, mais on voit que ça crée un peu de créativité. L'autre grand phénomène marquant, je pense que vous en parlez encore mieux que moi, hein, c'est tout ce qui s'est passé depuis le Covid et tout ce que ça a changé dans les new ways of working, comme on dit. Et ça, c'est aussi vrai chez nous en interne que chez nos clients. Et ça, je pense qu'on le voit tous, ça a un véritable impact parce que le télétravail a pris une vraie ampleur. C'est vrai en France. Après, on parle de l'Afrique. Sur l'Afrique, j'aurais plus de nuances, hein. Oui, on y viendra. Je vois des vagues retours arriver vite, ce qui n'est pas le cas en France notamment, et en Europe, où certaines générations se sont... Alors, il y a aussi des différences par tranche d'âge, hein, habituées au télétravail, avec tout ce que ça comporte, et avec des phénomènes assez paradoxaux. Je vous donnerai l'exemple chez Bearing Point. Nous, on se rend compte que les plus jeunes, donc ceux qui sortent d'école, il y a un gros volume dans le recrutement, c'est vrai que chez vous, voilà, sont plutôt demandeurs de présentiel parce que d'une part, c'est peut-être mieux d'être au bureau que d'être dans son 20 mètres carrés en colocation à Paris. C'est un peu le cas. Ils sont preneurs de présentiel aussi de leur manager. Certes, il y a une expression qui est sortie, c'est le manager fantôme. Parce que quand on est jeune, on se dit c'est parce que je vais discuter avec les aînés, donc les gens qui sont plus seniors que moi, que je vais progresser plus vite, que je vais apprendre. Sauf que si eux préfèrent être à la maison, parce que quelque part, quand on est manager, on a des jeunes enfants et c'est plus pratique de gérer à la fois l'interne et l'externe, enfin le privé, le domestique, j'ose dire, et le professionnel ensemble. Donc ça crée des problématiques. À l'inverse, ces jeunes générations, le mode de vie que la plupart d'entre nous avons connu, eux, pour eux, c'est à propos d'extraterrestres. L'année dernière, je faisais un peu de départ d'une stagiaire, qui est revenue d'ailleurs, et elle me dit, ah, comme dire, mais je suis admirative en me regardant. Genre, c'est magnifique, c'est magnifique. Comment vous faisiez avant? Bon, oh là là, comment vous avant, je venais à me parler avant qu'il y ait Google, avant qu'il y ait Internet, maintenant, donc comment vous faisiez avant, quand vous alliez tous les jours au bureau en métro? Pour ces jeunes donc, sortis d'école en 2023, donc qui en fait, même ces années de scolarité, grandes écoles, elle a connu que sous l'effet Covid, avec des impacts aussi, hein. Beaucoup qui voulaient voyager à l'international en échange, etc., c'est tombé à l'eau. Mais par contre, aller tous les jours au boulot, pour eux, c'est extraterrestre. Et je pense qu'on ne se rend pas encore compte, parce que ça, c'est le début du post-Covid, mais c'est en train de. Et toutes les problématiques qu'on a, et je pense que c'est de loi de chez pareil, de comment faire revenir aussi les gens au bureau, parce qu'il y en a certains pour qui c'est pas possible d'aller 5 jours par semaine au bureau. Question que les gens, je pense la plupart dans la salle ici, ne se sont jamais posées. Et c'est aujourd'hui devenu une réalité, et ça a de nombreux impacts. Et encore une fois, on ne s'en rend pas compte. Ça, pour le coup, je pense que l'IA ne pourra pas nous aider, parce que c'est vraiment nouveau. Il n'y a pas d'historique. Parce que ça change les modes managériaux. Et en parlant d'Afrique, dans certains pays africains, c'est compliqué ça. Mais si pour l'instant je me limite à la France ou à l'Europe, ça va créer de vraies difficultés parce que quand même, tous les métiers ne se font pas derrière un écran. Donc, aux États-Unis, 66% des métiers, on ne peut pas être en télétravail. Le télétravail ne concerne qu'une minorité, ça faut quand même le rappeler. Mais cette minorité, en tout cas nous, dans nos métiers, c'est ça qu'on côtoie. C'est nos clients, c'est nos salariés. Et on se dit que attendons-nous à l'effet rebond dans quelques années, parce que typiquement dans les métiers que sont le mien, que sont le vôtre, hein, de prestation de services intellectuels, si on n'est pas chez nos clients, à un moment donné, moins des yeux, moins du cœur. Et donc ça crée des problèmes dans la constitution de réseau, etc. Ça sera aussi un impact pour des structures comme le CIAN, qui en partie sont basées sur la capacité à faire du réseautage. Et on le voit, je ne ferai pas de secret, mais je le vois aujourd'hui, hein, comme les trois quarts des gens inscrits qui ne sont pas là. C'était vrai avant, ça s'est renforcé avec le CERN. Et tous ceux qui font des événementiels ou autres disent avant, on avait un taux de no-show de 30%, maintenant, il est de 60%. Et quand je vois l'ISO ce matin, c'est ça. Mhm. Mm. Non, Il y en a quand même un écho. oui. Oui, il y en a 18 derrière ça. À 17, ça ne compte pas.
Mais malgré tout, oui, mais justement, non, tu as raison. Mais ça veut dire Oui. qu'il y en a autant dans la salle qu'à distance. Avant, la plupart étaient dans la salle et on pouvait réseauter. On pouvait changer nos Échanger. cartes, discuter. Là, on peut le faire avec les gens qui sont ici, on en est ravis. Bah, ceux qui sont à distance, on les salue, mais on ne peut pas discuter avec eux. Et donc, dans un modèle qui est celui de beaucoup d'associations dans le CIAN, où c'est le réseautage qui compte, je ne sais pas que le font des conférences aussi, bien sûr, mais c'est aussi une capacité de pouvoir échanger nos cartes, bah ça, et je suis dans d'autres associations qui font ce genre de choses, depuis 3 ans, c'est devenu une vraie problématique. En Moi, je effet. pense que j'irais même plus loin sur la problématique. Nous, on l'a vraiment vu dans la formation. La formation en distanciel, surtout sur les soft skills, ça s'est énormément dégradé. Parce que quand vous parlez management, quand vous parlez, je sais pas, leadership, on a besoin d'être en présentiel. Et c'est vrai que ce Covid, justement, a provoqué un accroissement des formations en distanciel, en virtuel. Et aussi, rester 8 heures devant une formation d'audit, c'est c'est bon, cette story. C'est très compliqué. Donc voilà, et je dirais que nous, chez Deloitte, on l'a vu aussi, puisqu'on a des métiers différents. On est sur plusieurs métiers, et on n'a pas que les métiers du conseil. Autant un consultant, faire du télétravail, il a l'habitude, enfin, il va avoir l'habitude, il va aller chez ses clients, etc. Un auditeur, un auditeur aime bien être soit chez ses clients, soit il aime bien être en présentiel. Donc nous, on a quand même, si vous voulez, plusieurs populations. Pareil pour les fonctions support, on va avoir les financiers qui aiment bien être sur place. Enfin voilà, on s'est rendu compte aussi que selon les populations qu'on avait de collaborateurs, le télétravail était vécu un petit peu différemment et il y a des gens qui aiment bien revenir. Et je vous rejoins aussi sur les juniors. Les juniors, ce qu'ils aiment, c'est apprendre. Ils sont là de toute façon, ils sont là pour progresser, ils sont là pour... Et puis, il faut apprendre vite, vite. N'importe où, à n'importe quelle heure d'ailleurs. Donc, c'est là aussi la complexité, il faut les alimenter. Toute cette jeune génération, elle a envie de progresser très très rapidement, mais voire parfois un peu trop rapidement. Et en fait, on est aussi obligé de faire un peu de présentiel parce que c'est aussi, tout ne se fait pas, voilà, on n'apprend pas sur LinkedIn Learning, on n'apprend pas tout voilà, sur des formations, on apprend aussi par son management. Et oui, non, ça reste compliqué. Je dirais en France, alors en Afrique, en effet, on en parlera tout à l'heure, le télétravail est un peu différent, mais oui, oui, c'est la même chose. L'IA, on commence. Faut savoir ce que ça donne. Nous, on n'a pas fait d'analyse comme ça non plus, mais en effet. Et puis surtout, on est sur du traitement de données, vous le disiez tout à l'heure, personnel, confidentiel. Quand on fait des analyses, par exemple, sur les parcours, c'est anonymisé. Oui, c'est oui. pas ça. L'intérêt, c'est de se dire, est-ce que dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a des moments de rupture? Grosso modo, nos intuitions étaient à peu près confirmées, mais des fois, il y a des petites subtilités qui permettent d'affiner. Mais sur les formations, je n'y ai pas pensé, mais je rejoins entièrement. Et le problème, c'est surtout les soft skills. Ah oui. Quand une formation, c'est apprendre à parler en public, il y a un écran. Et on nous a proposé ça. Je dis, mais c'est pas possible. C'est un gag. C'est un gag. Non, mais pendant le Covid, nous, on a continué à Mais faire mais maintenant, nos formations. on est d'accord. Et aussi, voilà, enfin, on a rendu quelques étages à la Défense, on a réduit, enfin, je pense que toutes les entreprises ont fait pareil, hein, de toute façon, hein. Donc, et puis, on a des collaborateurs, que ce soit de l'Hauts-de-France en région aussi. Voilà, et puis ça évite aussi l'empreinte carbone, de prendre l'avion. Enfin, il faut voir aussi le côté positif et puis une réduction des coûts aussi. Voilà, mais bon, on voit le côté positif et négatif. Certaines formations, c'est compliqué. Ah oui. Patrick, de ton côté, donc, sur peut-être deux thématiques en global sur la partie RH que tu as pu voir évoluer ces dernières années. Alors, si ta question est de savoir connaître l'évolution de la fonction ressources humaines, moi, je dirais que cette évolution est complètement calquée sur l'évolution de la société. Le monde change, le monde change très, très, très vite. Et on passe dans le monde occidental, je dirais presque, on est dans une phase de transition aujourd'hui. On part d'un monde qui est très, très industrialisé vers quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et sur quelque chose, alors qu'en Afrique,
on parle d'industrialisation. Donc, vous verrez que la gestion ressources humaines va aussi être inversée en fonction de ces facteurs-là. Grosso modo, je dirais qu'on vit trois évolutions majeures. Il y a la révolution numérique et technologique qui va influer sur cette évolution de la fonction RH. Il y a une évolution que je dirais sociétale. Vous voyez ce qui se passe surtout sur le continent africain, les fake news, les influences des, des, des politiques. Et puis, il y a une révolution géopolitique sur tout ce qui se passe dans le monde. Et tout ça influe sur nos salariés, les salariés qu'on gère dans nos entreprises. Je vais prendre juste quelques exemples. Euh, je dirais que la technologie aujourd'hui donne le pouvoir aux salariés, ou même au peuple. Le peuple, c'est nos salariés. Donc, le DRH, les DRH que nous sommes doivent tenir compte de ces technologies qui influent sur les collaborateurs. Euh, le, le, la richesse avant qui était basée sur l'or, sur le pétrole, est aussi aujourd'hui basée sur l'information. Donc, la détention de l'information au niveau RH, au niveau de l'entreprise dans son ensemble, mais au niveau RH, va être quelque chose d'important à prendre en compte pour les DRH que nous sommes. Le produit est gratuit aujourd'hui dans le monde. Donc, tout ça, toutes ces évolutions-là influent sur la gestion des ressources humaines. Et on sait très, très bien que, on le dit souvent, hein, c'est 40% des emplois, voire 50% des emplois de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, on est dans une évolution où on part d'une RH qui est très administrative, qui était administrative au départ et qui est contrat de travail, qui est très régalien, je dirais, vers une RH qui est dirigée vers le développement des collaborateurs. C'est la phase dans laquelle on est dans le monde occidental. Et cette phase-là, on l'entame à peine sur le continent africain parce que les besoins sont encore des besoins, je dirais, presque primaires, où le salarié en Afrique, lorsqu'il a un contrat de travail, il a envie de le conserver. Donc, on vit moins le phénomène de turnover qu'on peut voir dans les pays occidentaux. On parlera de télétravail tout à l'heure, qui existe, mais il y a des freins en Afrique parce que le télétravail, il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir les infrastructures nécessaires pour pouvoir télétravailler. Donc, le rapport au télétravail est un peu différent, comme disait Jean-Michel tout à l'heure. Donc, tous ces facteurs-là font que la gestion des ressources humaines en Afrique reste encore en pleine évolution, mais reste encore à un stade. Moi, je ne vais pas parler de leapfrog RH, mais on est en train quand même de passer d'un stade très archaïque, un stade de gestion des ressources humaines très connecté, alors qu'on n'est pas passé par le développement RH qui est la voie de transition de l'évolution des fonctions RH. Donc voilà, moi je pense que pour résumer, hein, la RH en Afrique, l'évolution des DRH en Afrique, elle est en route, mais elle n'est pas encore au même stade que l'évolution des fonctions RH dans le monde occidental. Alors, on parlera aussi de soft skills tout à l'heure, mais c'est ce que je pourrais dire pour commencer. Non, mais tu me permets de faire la transition vers la deuxième partie. Donc, merci Patrick, c'était parfait. Et donc, ouais. Et donc, oui, parce que c'est vrai que quand on avait échangé, tu avais commencé de façon un peu provocatrice en disant, non, mais en Afrique, c'est effectivement le ou la DRH va se demander, enfin, va vouloir que le bulletin de paie sorte à la fin du mois. Enfin, tu avais dit ça d'une façon comme ça un peu. Et en effet. Donc, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Enfin, comment tu. Alors, c'est vrai, que ce soit le DRH, mais je dirais que le dirigeant d'entreprise ou des organisations, ce qu'ils veulent, c'est la paix sociale. Donc, la première chose qu'ils demandent, c'est que les sujets régaliens soient le mieux traités possible. Donc, la paye, hein, regardez en bas à droite de la fiche de paye, c'est le premier élément important sur les fonctions RH. Alors, je suis la même personne, je suis au Togo aujourd'hui, on organise un séminaire sur la QVT, donc sur la qualité de vie au travail. Donc, il y a des choses qui bougent aussi. Mais c'est le genre de sujet qui est au tout début en Afrique. Lorsqu'on commence à parler de qualité de vie au travail, on commence à parler de risques psychosociaux, on commence à parler de burn-out, des choses comme ça, on est presque des extraterrestres. Mais il faut faire l'éducation parce qu'on se rend bien compte que la productivité dans l'entreprise dépend du bien-être des collaborateurs, que ce soit en Afrique ou en Europe ou un peu partout. Mais ces sujets ne sont pas encore entendables par les DRH. Ça reste très exotique, hein, ça reste un sujet très occidental lorsqu'on parle de ça. Mais ça ne doit pas nous empêcher de faire la pédagogie et puis d'amener les DRH vers ce niveau-là.
Bénédicte, justement, oui. Oui, je veux bien ajouter un point. Alors, nous, on a peut-être des extraterrestres, donc chez Deloitte Afrique. On a la même stratégie RH, que ce soit en France ou en Afrique francophone. Moi, je déploie vraiment, je suis complètement, on va dire, harmonisée avec la firme et même avec le global. Donc, nous, on est très orientés sur la qualité de vie au travail. On a un turnover aussi, quand même, assez important, puisqu'on est sur un marché extrêmement concurrentiel. On est concurrencé pas forcément par la concurrence, mais par les corporates. Et aussi, nos ressources partent à l'étranger, beaucoup. Donc, on a eu une fuite de nos cerveaux, surtout Maroc, Tunisie. Ça a été très important en Tunisie l'année dernière, il y a 2 ans. Extrêmement important. Donc, on en a beaucoup souffert aussi. Mais voilà, nous, on forme, on recrute des talents africains de demain. Et donc, forcément, nos clients aussi nous prennent nos talents. Mais bon, c'est le jeu, c'est normal. C'est le jeu. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que on se veut et nous, on est très attendus par nos talents en termes de développement de compétences. On est quand même sur des populations qui ont minimum bac+5, hein, donc voilà, qui sont souvent aussi une partie des collaborateurs ont fait leurs études à l'international. Donc, il faut aussi savoir les retenir et les développer. Donc, nous, on fonctionne aussi comme ça. Et donc, nos RH doivent être, enfin, nous, on les appelle des RH business partners. C'est-à-dire que nous, les RH doivent être au service des collaborateurs, au service des associés également. Et donc, on doit toujours, toujours être en avance. Et en Afrique, moi, mes équipes, donc c'est un de mes critères lorsque je recrute des RH, je veux qu'elles aient la dimension, ou qu'ils aient, majoritairement, on est quand même sur des femmes, qu'ils aient vraiment ce mindset, voilà. Donc, qu'on peut retrouver j'ai envie de développer les potentiels de mes talents. Donc voilà, et on est aussi sur tout ce qui est qualité de vie au travail, etc. Et d'ailleurs, nous, une fois par an, on fait ce qu'on appelle le talent survey. Et donc, on interroge nos collaborateurs sur ce qui les retient, pourquoi ils ont envie de rester chez Deloitte, et notamment la qualité de vie au travail y est. Et on a le télétravail. On a mis en place le télétravail dans chacun de nos bureaux. Alors, avec plus ou moins de complexité, parce qu'en effet, il y a la partie, ce que vous disiez tout à l'heure, donc connexion ou possibilité. Bien sûr, quand vous faites du télétravail, il ne faut pas. Nos jeunes sortis d'école, ils vont vivre chez leurs parents. Donc, il faut aussi leur donner la possibilité de pouvoir travailler de chez eux, voilà, sans être perturbés, etc. Donc, voilà, c'était assez. Et toi, Jean-Michel, justement, alors par rapport à ce que dit Bénédicte, sur ces sujets alors, comme on passe maintenant sur les sujets Afrique, ces sujets de développement, de rétention, est-ce que vous avez connu les mêmes soucis déjà, enfin, c'est-à-dire avec des gens qui partent, avec des difficultés à les retenir, est-ce que le télétravail ou d'autres points peuvent permettre de conserver ou de... Moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'a dit Bénédicte. Par contre, je suis pas sûr qu'on soit représentatif, que ce soit Deloitte ou Bering Oui. Point. On est quand même sur des segments particuliers, Oui, avec des tout à fait. populations particulières. Donc, je pense que la plus grande réalité, mais ça on peut en parler après, c'est plutôt la définition que tu avais, Patrick, voilà, où c'est peut-être plus encore chef de personnel, si je peux me permettre. Voilà, c'est une réalité, mais ça, on va en reparler. Après, nous, mais encore une fois, je pense que Deloitte, Bering Point, on n'est pas sur les marchés les plus représentatifs. Effectivement, je me retrouve dans ce que dit Bénédicte. Nous, on applique les mêmes règles pour les consultants. Et puis en plus, ils parlent beaucoup entre eux, hein, parce qu'encore une fois, les mêmes communications font. Alors, mais souvent sur les questions d'enveloppe salariale où c'est compliqué, parce qu'en France, il y a des collectifs qu'il n'y a pas dans d'autres pays, mais dans d'autres pays, il y a des primes qui n'existent pas en France. Donc voilà, pour leur expliquer, bah oui, à un moment donné, on gère aussi les variations en fonction de ça. En France, on a les RTT, qu'on n'a pas dans beaucoup de pays africains. Et nous, dans notre modèle, c'est 10 jours de congé en plus en France que n'ont pas les autres en Afrique. Et le salaire n'est pas tabou chez eux. Exactement. On parle salaire, alors qu'en France. Ah oui, puis alors ça, je peux vous dire que alors ça, c'est un très bon point. Alors ça, moi, je sais que quand je fais mes évaluations annuelles, tout le monde sait dire après combien a eu l'autre en prime, c'est incroyable. C'est ça. Donc le benchmark, il est fait. Alors qu'en France, on n'ose pas. Donc, mais pourquoi moi j'ai eu moins que... Alors, des fois, c'est qu'il fait souvent
période des Vals, c'est sur le mois de mars. Le deuxième round, après, on me demande des explications parce que en comparant, j'ai 50 euros de moins qu'un tel, alors que une fois qu'on le sait, on le sait, ça fait partie des jeux. Mais non, non, je me reconnais beaucoup dans ce que dit Bénédicte, mais encore une fois, je pense qu'on est quand même sur des populations très particulières dans le conseil, dans l'audit, dans les prestations de services intellectuels. Qu'un de nos enjeux, c'est effectivement la rétention. Et nous, c'est parein, c'est pas tant ils vont pas chez les concurrents, ils vont chez le client. Tant mieux, ça fait partie du jeu. Moi, je constate que c'est quand même un cran en moins qu'en Europe, mais je pense que c'est lié aussi à la maturité du marché, notamment dans le conseil, où il y a moins de concurrents, très clairement, en Afrique qu'en Europe, donc quelque part, il y a moins de carottes à l'étranger. Mais effectivement, je me connais dans ce que disait Bénédicte, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas du tout représentatif, mais ça, on va reparler des RH en Afrique. Et justement, Patrick, toi qui interviens à la fois pour des clients industriels, para-étatiques, donc oui, pour faire un point de comparaison et même peut-être d'opposition par rapport à ce que viennent de dire Bénédicte et Jean-Michel. Je dirais que, alors déjà, Bearing Point et Deloitte, en fait, je reprends la casquette recrutement. Effectivement, vous êtes de très, très bonnes écoles de formation pour les futurs cadres africains. Donc, c'est vrai, et je confirme complètement ce que vous dites. Hein, vous êtes souvent le passage de beaucoup de jeunes Africains qui se forment en Europe. Premier passage, donc première expérience est confirmée. Et en général, effectivement, beaucoup de ces jeunes-là sont débauchés et vont dans les entreprises africaines ou voire dans les gouvernements. Donc, je comprends complètement ça. Et je pense que c'est une bonne chose parce que les jeunes qui sortent de chez vous ont des têtes bien faites. Et voilà, donc je le confirme aisément. Sur le sujet, Jean-Michel parlait de rémunération et autres tout à l'heure. Moi, je dirais que ce que je vois chez mes clients aujourd'hui, que ce soit des clients privés ou des clients para-étatiques ou gouvernementaux, les carrières en Afrique aujourd'hui sont encore calquées. Les jeunes ont surtout envie d'aller cherchent la sécurité de façon générale. Donc, ils cherchent la sécurité et il y a une difficulté souvent à, à attirer des jeunes dans le secteur privé. On le voit aujourd'hui. Dès que c'est possible, beaucoup de jeunes en Afrique, si je parle au niveau local, pas les diasporas, qui sont complètement dans un sens complètement inversé. Au niveau local, les jeunes aujourd'hui préfèrent passer des concours et rentrer dans l'administration. On est encore sur ce modèle, je dirais, français ou occidental où on se dit que dans l'administration, on gagne une forme de sécurité, on est mieux payé, on a l'emploi à vie, on a un logement, des choses comme ça. Donc, il y a ce que les DRH nous disent aujourd'hui sur le terrain, c'est comment attirer aussi les jeunes des fonctions publiques vers le secteur privé. Parce que le secteur privé doit se réinventer ou doit s'inventer des formes d'avantages pour pouvoir tirer ces jeunes-là. Donc, oui, je dirais, alors, Denis a parlé tout à l'heure de soft skills. Oui, le sujet soft skills est très, très important, non seulement pour les diasporas africaines qui rentrent en Afrique, parce que le nombre d'échecs, on a un taux d'échec de retour en Afrique de ces jeunes-là, des diasporas, qui tient tout simplement à l'incapacité de s'adapter sur le continent ou en venant en sachant. Donc, il y a tous ces sujets qui rentrent dans le scope de la gestion des RH au niveau local, mais aussi au niveau des sièges sociaux en Europe. Je vais te donner un exemple pour aller dans le sens de Patrick. Moi, à deux reprises, 2 années de suite, on a fait le forum des Marocains des grandes écoles, qui a lieu une fois par an à Paris. On avait notre stand, comme on fait dans les grandes écoles, etc. Je l'ai fait 2 fois parce que je pense que ça nous a ramené aucun candidat sérieux, etc. Mais une des raisons, et pourtant il était présent, il y avait PwC, il y avait peut-être Deloitte, je ne me souviens plus, il y avait McKinsey. Mais le stand qui avait le plus de succès, mais alors il y avait des queues hallucinantes, c'était l'OCP, le fichier F1 des phosphates. Alors, on va dire c'est une boîte privée, certes, mais enfin bon, Oui. c'est un peu ce que je disais, hein, Patrick. Hein, c'est un peu, on voit là-bas, c'est l'emploi à vie, c'est l'emploi le mieux payé au Maroc. Et c'était des jeunes diplômés. C'était une queue, alors ça était très beau, mais après, les gens venaient au stand de CP. C'était incroyable. Oui, non, mais ça c'est. C'est du vécu aussi. Oui, oui, tout à fait. Et je dirais même qu'on le vit moins en Europe, hein, en Afrique, sur le continent.
les recrutements se font toujours encore par appel d'offres, en fait, par appel à candidature publique, y compris pour les entreprises privées, ce qui est complètement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est un signe. Donc, ça veut dire aussi que les RH eux-mêmes sont contraints à un certain nombre de formalismes sur le continent qu'on a plus dans les pays occidentaux. Bénédicte, que vous Oui, vouliez dire? je voulais rebondir sur justement l'échec de certains retours en Afrique, hein. Pour la diaspora. Nous aussi, on l'a constaté aussi. On a, en tant que RH, on constate en Afrique qu'on fait coexister deux types de populations. Donc, les gens qui ont fait toutes leurs études en Afrique et qui ont aussi de bonnes formations, hein, et cette diaspora qui rentre et qui justement souhaitent des rémunérations, des packages beaucoup plus élevés. Et sauf qu'en même temps, on est obligé de faire coexister ces deux types de populations. Donc je pense que, je ne sais pas si vous le rencontrez aussi, donc souvent on a deux types de grilles de rémunération. Donc, ils se parlent entre eux. Ça, ça crée aussi une certaine complexité. Donc, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de gérer. Alors nous, on n'a qu'une grille, on ne gère pas de cette manière-là. Par contre, effectivement, on voit en termes de qualité de production, si j'ose dire, de productivité, un vrai écart entre des jeunes qui sont passés, notamment par la France, hein, pour Oui. faire des études, et puis ceux qui sont tout le temps restés dans leur pays. Ce qui n'est pas une question de qualité des études dans le pays local, c'est que, quelle que soit la zone géographique, à partir du moment où surtout un jeune, entre 20 et 23 ans, 24 ans, a beaucoup d'expérience internationale et quitter son pays pour aller faire des études internationales, il a une maturité plus grande. Je le vois aussi, on le voit aussi sur les candidats français qui font leurs études en France, entre ceux qui ont fait tout en France et ceux qui sont partis un an au Pérou, 6 mois au Japon, etc. Ah ben, à 23 ans, on voit un écart de maturité. Nous, on utilise beaucoup les VIE. Oui. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que fait la France et que nos collègues allemands, etc., nous envient tellement. C'est un bon système, les VIE. Moi, je le recommande vivement. Je vois que les candidats VIE sont souvent des gens qui ont déjà à 23 ans, 2-3 ans d'académique ou des sciences professionnelles à l'étranger, donc déjà plus matures que les mêmes, là je parle français, je ne parle même pas pays avec autre, au même âge. Ils prennent en plus VIE un an ou deux, quand ils reviennent en France, pour ceux qui veulent revenir en France, ils ont une maturité plus grande que. Et ce qui est mécanique parce que c'est plus compliqué d'aller à l'étranger, quand ce n'est pas sa culture, quand ce n'est pas les gens qu'on connaît, donc ça nécessite d'aller un peu plus loin. Et quand maintenant je reviens sur notre sujet, entre quelqu'un qui a fait toutes ses études au Maroc, en Tunisie, sans être jamais sorti, et quelqu'un qui peut-être est parti 5 ans en France, parce qu'il faut le faire aussi, hein, quand un jeune Marocain, un jeune Tunisien, et qui revient après, il a une maturité qui est différente. Alors c'est moins vrai à 50 ans, évidemment, mais à ces âges-là où chaque année d'expérience compte beaucoup, on voit une vraie différence de maturité. Patrick, juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais à propos de la diaspora et de l'attrait du public par rapport au privé, justement, alors quel peut être le rôle du DRH et quel moyen d'action il a à la fois pour attirer la diaspora sur le pays et puis pour effectivement attirer des jeunes diplômés sur le secteur privé? Alors, nous, l'expérience, hein, encore une fois, en tant que recruteur, on a un peu segmenté les diasporas en plusieurs tranches d'âge. Je dirais que entre 25 ans et allez, 35 ans, c'est une population qui est prête à bouger. Je dirais même 32. De 32 à 45 ans, c'est des populations des diasporas qui ont du mal à bouger parce qu'ils sont mariés, ont des enfants en Europe, ont la sécurité, la sécurité sociale, ainsi de suite. Et ça commence à se réouvrir à partir de 48 ans, 50 ans, parce que les enfants sont grands, on est en quête de sens et on a envie de retourner en Afrique. Donc, notre vivier de recrutement se trouve surtout dans les jeunes diplômés qui sont aussi, c'est l'autre extrême, qui sont aussi en soif de sens, en quête de sens aujourd'hui, et qui ont envie de vivre des aventures, y compris en Afrique. Donc, en termes de stratégie, cette première population 25-33 est une source de recrutement assez facile. Et puis après, ce que je disais, ça s'ouvre à partir de 48 et au-dessus. Donc, un peu plus ce que j'appelle des seniors.
Donc, pour les DRH, ce que je conseille, c'est on perd beaucoup de temps à essayer d'aller chercher des personnes dans le milieu des âges, hein, entre 35 et 45 ans, parce qu'ils sont plus difficiles à déloger, à convaincre, et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Après, le rôle de la RH et le rôle de nous, en tant que, Igor, en tant que cabinet de recrutement, ou de RH talent, notre rôle, c'est de travailler beaucoup sur les soft skills, parce que la seule chose les choses qui peuvent faire la différence entre un jeune Africain né en Afrique qui est resté en Afrique et un Africain qui est parti en Europe ou qui est né en Europe qui doit retourner en Afrique, c'est ses capacités d'adaptation, sa capacité à ne pas se prendre pour le sachant, sa capacité d'écoute lorsqu'il arrive. Donc, en amont, dans notre acte de recrutement, dans notre processus de recrutement, nous, on a mis, et je pense que chez vous aussi, chez Market Page et dans les entreprises, on a mis en place toute une batterie de tests qui nous permet de valider ces soft skills qui permettent aux jeunes ou aux personnes de la diaspora à mieux s'adapter sur le continent. Après, il y a un accompagnement évidemment, qu'il faut leur apporter parce que l'herbe n'est pas forcément plus verte. Je fais un petit sur le sujet du salaire. Moi, je trouve que le gap des salaires a complètement diminué aujourd'hui entre les salaires qu'on peut voir, on peut pratiquer en Europe et les salaires qu'on peut pratiquer en Afrique. Et ça s'est même distendu dans certains pays en Afrique. Si on prend les pays pénuriques comme le Rwanda, le Burundi, en fait, l'Afrique australe, les salaires sont pratiquement le triple de ce qu'on peut observer dans les pays occidentaux, notamment sur certains postes, sur les postes de finance et autres, les salaires sont complètement le triple. Donc, le gap qui existait il y a quelques temps sur les rémunérations a complètement diminué. Et puis l'autre chose qu'on observe, c'est qu'il y a de moins en moins d'expatriés. Les contrats qui sont faits aujourd'hui sont souvent des contrats locaux. Donc ça change aussi le prisme des personnes volontaires, en tout cas ayant envie de retourner en Afrique. Pour aller dans le sens de... Vas-y. Nous, en effet, on a deux types on fait quasiment que du contrat local, en effet. On a quand même des possibilités de faire des détachements d'1 ou 2 ans pour aller voir un petit peu comment ça se passe, si la personne réussit à s'intégrer aussi, et puis surtout même arrive à développer le business. Parce que c'est pas simple, hein. Donc, il faut aussi son réseau en Afrique. C'est pas parce qu'on est né en Afrique, on a fait des études en France, qu'on a forcément le réseau aussi après. Mais par contre, je rebondis juste sur pourquoi cette diaspora a envie de retourner en Afrique. Euh, alors, ça va dépendre aussi des pays, mais ils ont un parcours accéléré, en tout cas chez Deloitte. C'est-à-dire que ce qu'ils auraient pu avoir chez Deloitte France, ils ne l'ont pas forcément chez Deloitte Afrique. Ils vont aller beaucoup plus vite. Ils vont arriver à l'association plus rapidement parce qu'on est sur un marché hyper dynamique et aussi parce que justement, on a une proximité assez rapide avec des décisionnaires. On va aller conseiller des ministres, Absolument. des juniors vont pas forcément le faire, enfin des juniors en management, hein, je veux dire, ils ont vraiment un impact sur le développement de leur pays. Et ça, nous, en tout cas, on voit, c'est un des arguments principaux pour les faire venir. Donc, d'ailleurs, on a d'anciens Deloitte qui sont aujourd'hui ministres. On a vraiment, ils voient, ils ont un modèle et ils se disent, voilà, moi, c'est ce que j'ai envie d'arriver et d'avoir un impact réel sur le développement de mon pays. Et il y a le dernier point aussi, c'est le côté personnel. Souvent, ils ont de la famille, les mamans qui peuvent garder les enfants aussi. Il y a voilà. Mais ça encore, c'est en train aussi d'évoluer, hein. Mais voilà, en tout cas, ils ont un vrai impact. C'est ça qui les intéresse, plus que le package. Non, je suis d'accord. Ces profils-là, on voit des choses similaires. Et pour rejoindre l'exemple de Patrick, moi, il y a quelques années, j'ai discuté avec le patron d'un grand groupe à l'époque français très présent dans les ports, qui me disait que son problème numéro un, c'était un problème RH. C'était dans 30 ou 40 pays, je ne sais plus, dans la moitié, il avait un problème pour le DGA. DGA, il pouvait être, peu importe la nationalité, celui qui allait être le futur DG après de la filiale, mais il avait des vrais trous dans la raquette. Dans plus de la moitié de ces pays, il n'avait pas le bon. Vous n'avez pas pu l'avoir en progression interne. Donc après, c'est d'avoir des gens qui viennent en expat. Sauf que on retombe exactement dans ce que disait Patrick, c'est là le tranche d'âge
35-48. Et là, énorme difficulté à en avoir. Et effectivement, et je pense que c'est une des vraies problématiques parce que c'est sur cette tranche d'âge, les mobilités avant, oui, jeune diplômé, pas de charge de famille, etc. Bah, la langue 35-48, effectivement, devient problématique. Patrick, pour revenir sur le côté public-privé, alors c'est vrai qu'en Europe, on parle beaucoup de marque employeur, hein. Alors toi, tu me dis, on parle souvent de marque employeur sans savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect un peu frappant sur le continent? Là, je partage mon expérience de recruteur, c'est que finalement, beaucoup de grandes entreprises africaines ou panafricaines sont assez méconnues, y compris dans les pays dans lesquels elles opèrent. Et alors, si on enlève des cas comme l'OCP, voilà, moi je suis toujours frappé, par exemple, quand on recrute pour certains, alors je ne vais pas en citer, mais certaines entreprises de taille très importante qui interviennent sur quatre ou cinq pays, du nombre de personnes à la fois sur place ou même au sein de la diaspora, à qui je vais devoir expliquer de quelle entreprise il s'agit, alors que ça va être un acteur industriel important. Est-ce que justement, il n'y a pas un travail quasiment inexistant ou très faible qui est fait par ces entreprises pour se faire connaître? Je confirme, Igor, je confirme complètement ce que tu dis. Et encore une fois, là, je reviens au paradigme privé-public ou parapublic, où dans nos pays africains, le public écrase complètement le secteur privé. Donc, le secteur privé, il y a un gros travail à faire sur le sujet de la marque employeur. Et je dirais que c'est même un sujet presque culturel. Le DRH, et je reviens à ma fiche de paye, hein, le DRH qui est, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, qui est directeur du personnel, ne va pas aller s'égarer à aller parler de son entreprise sur les médias, ainsi de suite. Alors, je reviens encore à notre séminaire aujourd'hui. Le thème, c'est l'onboarding. Le rôle de l'onboarding dans une entreprise. Et sujet presque exotique, mais important. C'est-à-dire qu'au travers de l'onboarding, l'intégration de nouveaux collaborateurs, l'accueil de nouveaux collaborateurs, on travaille sur la fidélisation, on travaille sur l'image d'entreprise, ainsi de suite. Donc oui, c'est vrai que ces sujets-là sont des sujets qui sont encore balbutiants en termes de prise en charge par les acteurs RH sur le continent. Le sujet n'est pas le même sur les groupes internationaux qui ont des filiales ici parce qu'il y a une adaptation des politiques qui existent déjà en Occident. Mais c'est vrai que sur les champions africains, les MTN, les Dangote et autres, on a du mal, ils ont du mal à parler d'eux. Et il y a un vrai chemin à parcourir dans ce sens. Et ce qui explique aussi peut-être parle des amours, mais ce qui explique aussi le manque d'engouement des demandeurs d'emploi par rapport à ces entreprises. Ils vont plus vers ceux qui communiquent le plus, c'est la fonction publique, que vers le secteur privé. Donc oui, complètement, il y a un gros travail, un gros challenge à relever sur ce point. Mais je ne mettrai pas ça en priorité. Je dirais que les vraies priorités aujourd'hui, c'est d'abord développer les DRH eux-mêmes, parce que l'évolution des DRH en Occident s'est fait à plusieurs étapes, hein. Donc, il faut aussi, malgré tout, suivre ces étapes sur le continent africain, avoir des DRH formés, avoir des DRH capables de comprendre la stratégie d'entreprise, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de DRH, et avoir des DRH qui sont capables d'influer les décisions en comité exécutif, c'est-à-dire avoir un DRH qui forme un vrai couple avec le dirigeant d'entreprise. Et ça, je pense qu'en Afrique, on a un travail à faire, un travail d'accompagnement, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec nos séminaires destinés aux DRH, c'est de leur donner l'ouverture nécessaire pour pouvoir apprendre continuellement. En France, on a l'association des DRH. En Afrique, ça existe, mais ça ne fonctionne pas comme on peut le voir dans les pays occidentaux. Donc, tous ces outils qui permettent aux DRH d'augmenter en compétences lui-même pour pouvoir augmenter en compétences ses collaborateurs, ces choses-là sont encore en phase de création et puis d'avancée. Sur marque employeur, je suis d'accord. Après, il faut voir aussi que c'est compliqué d'avoir une véritable stratégie de marque employeur dans des pays où le marché publicitaire est ridicule. Le marché publicitaire au global, hein, en Afrique, c'est totalement ridicule.
Donc déjà, il n'y a même pas les véhicules pour aider à développer une marque employeur, même s'il y avait la volonté de le faire. Après, il y a quand même aussi une autre dimension, c'est que les entreprises internationales ont un petit avantage sur les entreprises locales. Peut-être à quelques exceptions, comme l'exemple de l'OCP au Maroc. Mais les grands groupes internationaux ont une aura et parfois font de la communication même qui ne touche pas dans les mêmes pays. Donc, parce qu'ils utilisent des canaux, notamment la télévision, quand il y a accès à la publicité. Une société purement africaine va faire de pub sur TF1 ou France 2, par exemple, ou Rai Uno, etc. Alors qu'un groupe international peut le faire, et donc la marque peut être mise en avant. Donc, ça peut aider aussi cette dimension-là. Par contre, les groupes internationaux, par rapport aux entreprises locales, à quelques exceptions près, ont l'avantage de pouvoir dire on est connu internationalement, on peut proposer des mutuelles, parce que ça, la sécurité sociale locale, hein, ça suffit, je veux bien, mais il y a quand même des limites. Et ça, c'est un vrai atout, hein, souvent tout l'aspect mutuel, etc. Des parcours internationaux, que le secteur public propose moins, sauf pour les quelques très rares qui vont aller dans un sens international. Donc ça c'est des avantages des entreprises. Après, oui, je rejoins entièrement Patrick, le poids du secteur public est quand même assez écrasant. Après, c'est des RH à notre âge. Enfin, là, on parlait de chef de personnel pour les groupes, alors là, je ne sais plus quel terme utiliser. Moi, j'ai un souvenir ému, c'était il y a 10 ans, que j'étais au Gabon, et il y avait limite un scandale, puisque le gouvernement avait osé proposer de faire un recensement des fonctionnaires, parce qu'ils avaient perdu le contrôle. Donc, ils payaient ces fonctionnaires, mais il y en avait un tiers, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il y en a un DRH qui ne sait pas ce que fait un tiers de ses entre guillemets, salariés ou agents, dans le cas présent. Et les gens, les fonctionnaires avaient manifesté comment on nous faire ça. Et la règle, il y avait des articles de presse qui disaient bah, si vous ne n'avez pas fait le recensement, on arrête de vous verser votre solde. Enfin, d'un coup, ça mobilisait les gens. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que les articles des journaux expliquaient les 11 ou 15 raisons pour lesquelles on pouvait ne pas savoir ce que faisait tel ou tel fonctionnaire. Parce il est en colère avec son chef, donc il a été mis au placard. Il y avait c'était incroyable. C'était bel le petit management. Toutes les raisons pour lesquelles les gens, on avait perdu leur contact en tant que RH. Et ils estimaient que c'était un tiers de la fonction publique du pays. D'accord, oui. Et Jean-Michel, je vais compléter ça sur un des missions sur lesquelles on travaille beaucoup en ce moment avec les entreprises africaines, sont des missions de grille de classification. Alors, ça a l'air de rien, mais ça dit tout. Les grilles de classification des entreprises privées en Afrique, pour la plupart, sont d'inspiration publique. C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes de grades, de coefficients, des choses qui n'existent presque plus en Europe. Donc, et aujourd'hui, et c'est très, très difficile de travailler avec ce type de système puisque les progressions des salariés sont des progressions qui sont automatiques. On n'a aucune notion du mérite, aucune notion de la performance, ainsi de suite. Et ça, c'est caractéristique parce que c'est caractéristique de cette espèce de copie-coller hein, que les entreprises africaines, dites africaines, hein, à 100% en fait, de l'administration publique. Donc, il y a un gros chantier. On nous consulte beaucoup aujourd'hui pour travailler sur les grilles de salaire, les grilles de classification, retoiletter les contrats de travail, mettre en place des systèmes d'évaluation hein, et de performance, mettre en place des plans de formation qui suivent, ainsi de suite. Donc, je dirais que le, 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 la marque employeur n'est pas qu'externe. La marque employeur est aussi interne d'abord. C'est d'abord donner un sentiment de fierté aux collaborateurs. C'est ce qui fait que les collaborateurs en parlent à l'extérieur. C'est donner une juste rétribution aux collaborateurs qui ne soit pas qu'à l'ancienneté, ainsi de suite. Donc, tout ce travail de refonte des systèmes RH bah, est à faire sur ces entreprises-là avant d'arriver à la marque employeur. En fait. Et je dirais que ça contribue à la marque employeur, c'est tous ces sujets-là. Lorsque le collaborateur commence à être reconnu, se sent fier de sa société, je donne l'exemple de Togo comme au Togo, où lorsque le Togocom est une entreprise de télécom publique qui a été privatisée, qui a été rachetée par le groupe Action. Il y a 2 ans, lorsque cette privatisation a été faite, on nous a appelés pour aider les fonctionnaires à devenir, à rentrer dans le secteur privé. Et le souci qu'on a eu, c'est vraiment sur les grilles de rémunération. Le gros souci, c'était je ne peux pas accepter de passer dans un système dit à la performance et au mérite par rapport à ce que j'ai vécu en tant que salarié. Donc, on est, je ne vais pas appeler ça de l'archaïsme, on est dans ces faits historiques qu'il faut petit à petit changer
pour amener ces entreprises africaines vers la notion de marque employeur. Tout à fait. Alors, peut-être juste en termes de communication, la marque employeur, on assiste en Afrique depuis quelques années au développement énorme de LinkedIn, hein. Enfin, c'est voilà, ce qu'on ne voyait Ouais. pas précédemment, donc le fameux CV papier. Nous, on a éduqué nos candidats. C'est comme ça parce que voilà, quand on avait des candidats qui arrivaient et qui déposaient le CV, on disait non, non, vous allez sur Internet, vous postulez en ligne. Voilà, donc je pense que ça fait aussi partie de cette évolution. LinkedIn permet aussi de faire énormément de communication marque employeur. Donc nous, on a une nouvelle marque employeur chez Deloitte depuis l'année dernière. Et on l'a déployée en France et on la déploie aussi surtout on l'a déployée au Maroc et au Sénégal. C'est I say yes, je dis oui à Deloitte. Et maintenant, je vois au Sénégal, nos candidats, lorsqu'ils répondent donc à une offre qu'on leur fait, ils disent I say yes, Deloitte. Donc là, on se dit, chouette, ça a marché. Et voilà, mais c'était des vidéos sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont friands des réseaux sociaux aussi, hein, ces jeunes collaborateurs, enfin, ces jeunes futurs collaborateurs. Donc voilà, donc nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer. Communiquer. Voilà. C'est clair que c'est un vrai enjeu, parce que, encore une fois, le reste du système médiatique étant assez défaillant. Qu'est-ce que C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même. Ah bah C'est là que. ils ont tous un téléphone. Bah, exactement, ça, oui, on est d'accord. Alors, dernier point de notre matinée, donc la question spécifique des rapports siège-filiale. Alors, c'est toi, Jean-Michel, qui me disais, en fait, la première question qu'il faut se poser lorsqu'une entreprise ouvre une filiale en Afrique, c'est à quel moment le DRH est-il intégré dans les discussions? Et c'est ça qui va, en fait... Ah, les relations sexuelles, il y a plein de questions. Et on l'avait fait lors de l'Observatoire du développement international. Voilà, qu'est-ce que les filiales attendent du siège, etc. Et alors, sur les aspects salaire, fonction de support, formation, etc. Mais c'est vrai que pour voir la maturité des entreprises, c'est intéressant de savoir que quand une entreprise européenne ouvre pour la première, enfin ouvre une nouvelle filiale, notamment en Afrique, un nouveau marché ou autre, à quel moment on se pose des questions RH? Il y a certains groupes, ah, on avait oublié quelque chose, on a oublié les chaises, ah, et les RH. Bon, il y en a d'autres, c'est en premier. Je pense qu'un bon exemple, c'était par exemple BIC. Une fois, j'ai fait intervenir le DRH de BIC, alors, depuis, il a changé, hein. À chaque fois que BIC ouvrait une nouvelle filiale, Afrique ou ailleurs, une fois réglés les aspects, je dirais, un peu juridiques, machin, création de la structure, le premier des membres du COMEX, et tout au début qu'elle est sur place, c'était le DRH. DRH ou pas. Il allait sur place, il passait 15 jours, c'est pas des vacances, hein. C'est que son but, c'était déjà, il faisait le tour des autres DRH, notamment français, parce que voilà, il y a un petit lien, mais d'autres, et pour comprendre un petit peu, pour flairer un petit peu, bah, c'est quoi les spécificités du marché. Alors, des choses assez faciles, ça va être bah, les règles, un peu les macro-règles sur le salaire, les primes, machin, comment ça fonctionne, les grilles ou pas les grilles, à l'ancienneté ou à la performance, donc comprendre ça. Comment on recrute? À quel niveau, hein, comment on recrute à haut niveau, c'était plutôt avoir peu d'expats et beaucoup de gens locaux. Comment on recrute, puis il y a des niveaux plus bas parce que c'est pas forcément les mêmes critères, etc. Et donc, il vient sur place, hein, si dès le début, on n'a pas les bons codes dans le pays pour faire les premiers recrutements qui vont être structurants, et eux ne voulaient pas faire que les recrutements de la France qui va dans le pays, ben le DRH, il a des premiers à se déplacer, voir le premier. Et je me dis, c'est celui-là. Et malheureusement, tous les groupes n'ont pas cette approche-là. Je ne vais pas dire que des fois, le DRH ne les passe jamais ou on y pense à la fin, mais c'est limite ça. Donc, je pense qu'il y a une certaine type de maturité par rapport à ça, c'est comment on fait le premier pas. Et puis après, il y a toute la manière, au-delà, je dirais, de comment les RH en centrale peuvent aider les filiales, parce qu'il y a des choses qui peuvent être mutualisées, etc. Mais, je dirais, c'est classique, on le voit aussi dans la fonction finance et autres. C'est comment on gère la mobilité internationale quand on a plusieurs filiales, notamment en Afrique. Et on voit des maturités différentes entre, alors je ne donnerai pas de nom, mais il y a des grands groupes qui sont très dans le top-down. C'est des Français qui vont en Afrique, mais qui reviennent après. Et après, quand ils reviennent, on ne sait pas les gérer. Je ne donnerai pas de nom parce que c'est des grands banques, c'est toujours totalement archaïque. Et ce qui est terrible, parce que finalement, bah, c'est le Français qui débarque, il fait 5 ans, après il revient, et quand il revient en France, bah, voilà. Et il y en a d'autres qui savent gérer ces logiques d'expat de manière intelligente, surtout quand ils reviennent. Il y en a d'autres, et je pense que c'est un degré de maturité en plus, pour qui la mobilité internationale en Afrique, c'est pas la France vers l'Afrique, ça peut être aussi entre pays africains. Et à la limite, un Sénégalais peut très bien devenir demain patron de la Côte d'Ivoire, etc.
pas si je prends les bons exemples, mais de dire cette mobilité, c'est pas. Et là, on voit que malheureusement, tous les groupes n'ont pas encore cette maturité-là. On a encore beaucoup dans une forme de top-down, pardon, et pas cette logique de bah, si on a des talents, bah, déjà, on peut être au niveau local, on peut les faire grandir, c'est une chose, et puis surtout, ils peuvent bouger d'un pays à l'autre. Et se bouger d'un pays à l'autre, c'est pas forcément de l'Europe vers l'Afrique, ça peut être aussi au sein de l'Afrique, voire de l'Afrique vers l'Europe. Exact. Et voilà, si on pense que deux, trois critères-là, alors là, je caricature, parce qu'on a un peu de temps, entre comment je gère le premier arrivé, comment je gère les expats et comment je gère la mobilité, et pas qu'expat, justement, et retour de la diaspora dans les pays, etc., on voit qu'il y a des différences de maturité qui sont quand même assez grandes. Et on ne peut pas dire que ce soit très normalisé en France. Nous, c'est vrai, oui, on développe beaucoup la mobilité intra-Afrique. Bon, déjà, parce qu'on est une firme et on est un réseau intégré, ce qui nous différencie des concurrents aussi. Ça facilite. Il y a une DRH pour justement tout le réseau de l'ATAP. Donc, ça facilite. C'est un peu plus complexe avec l'Afrique anglophone, par contre. Donc, voilà. Il y a moins de passerelles. Il y a moins de passerelles. Il y en a, mais là, on est sur de la mobilité Et la internationale. langue aussi. Oui, il va y avoir la langue, mais enfin bon, après, ça, c'est une condition de toute façon pour partir en mobilité. Mais oui, c'est aussi, et on revient sur la marque employeur, c'est aussi un de nos leviers en fait pour attirer les talents. C'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, là par exemple, même sur un métier équivalent, c'est-à-dire que quand on est auditeur, bon, bah, à un moment, même si on progresse chaque année, on va monter en grade, parce que nous, on a des grades, donc on monte en grade, ben, à un moment, on va aussi avoir envie d'aller voir comment ça se passe dans un autre milieu. C'est le même métier, mais on va le faire dans un autre pays. Par exemple, voilà, je vais passer du Congo, je vais partir en Côte d'Ivoire ou inversement. Ou aussi, ça va permettre aussi de nous aider quand on a des problématiques voilà, de talent. C'est-à-dire qu'on va avoir un turnover, une fuite des cerveaux, comme je vous disais, à un moment où on va avoir une équipe qui va complètement enfin, voilà, partir, et ben on va les renforcer avec, je ne sais pas, des collaborateurs qu'on aura en Tunisie ou autre. Voilà. Nous, on favorise énormément la mobilité. Ça, Patrick, cette gestion de la mobilité, enfin, tu la vois évoluer effectivement comme en parle Jean-Michel, bon, avec quelques façons un peu archaïques de fonctionner, mais justement une mobilité intra-africaine beaucoup plus développée qu'avant. Oui, 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 ça commence. Je vais réagir d'abord à un premier point de Jean-Michel sur le DRH au début d'une implantation ou pas. Je pense que moi, le seul petit conseil que je peux donner, c'est que l'Afrique est diverse. L'Afrique est diverse, il y a 54 pays. Bon, on n'est pas dans les filiales ne sont pas forcément dans les 54 pays, mais dans les principaux pays. Mais malgré tout, même s'il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels il y a des filiales de gros groupes, l'Afrique, les cultures sont diverses. La RH, c'est d'abord une question de connaissance des cultures locales et la culture d'entreprise, mais aussi de la culture locale. Et je trouve souvent que le mot IMIA n'a que de et de non, souvent. Les DRH filiales qui sont basées en Europe ou un peu partout dans le monde et qui sont patrons IMIA, souvent sont plutôt IMI et pas E, c'est-à-dire que malheureusement, ils n'ont pas forcément une bonne connaissance du continent africain. Donc, je les engage vraiment à se déplacer tout simplement, comme disait Jean-Michel, aller voir ce qui se passe au niveau local, qu'il soit français, anglais ou autre, mais aller voir ce qui se passe au niveau local. Donc, et il y a aussi un travail de notre part, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on fait aussi sur, je veux dire, cette pédagogie de CDRH IMIA qui sont basés en Europe, avec qui on travaille constamment sur le recrutement de leurs collaborateurs dans les sciences sociaux. Donc ça, pour moi, c'est important, c'est d'aller voir les filiales et d'aller sur place. Et je suis d'accord et je pense que c'est dommage que dans certaines pratiques, le DRH ne soit pas la tête de pont lorsqu'on décide d'ouvrir une filiale parce que c'est très important, vu la crise des talents qu'on vit en Afrique et la nécessité parfois d'aller chercher des espoirs, c'est important de connaître les cultures. Donc, j'adhère complètement à ce que Jean-Michel disait tout à l'heure. Sur la mobilité, oui, on commence à assister à la mobilité intra-pays. Euh, il reste quand même très difficile de faire bouger des collaborateurs du Maghreb pour devenir manager en Afrique subsaharienne et inversement. Il est toujours très difficile de faire bouger un Togolais pour aller prendre un poste de management au Kenya, par exemple.
C'est pas que la raison de langue, mais c'est aussi une raison culturelle. D'où cette connaissance indispensable des cultures locales avant de prendre des décisions RH. Mais ça bouge notamment intra-région. Et j'espère que ça va bouger avec la SLECA, l'accord qui a été signé récemment sur la libre circulation des biens et des personnes sur le continent. Mais ça évolue, les choses évoluent. Et est-ce qu'on voit un peu une décentralisation justement de la fonction RH sur le continent ou ça reste très siège? Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que on avait souvent une organisation qui était linguistique, avec en gros les pays francophones, avec une voilà en France, les pays anglophones via Dubaï ou Joburg, enfin voilà. Et est-ce que tu as quelques cas parmi tes clients peut-être de centralisation, enfin de décentralisation sur le continent de cette fonction RH Afrique, ou assez peu finalement. Ah bah si, ça s'accélère. C'est pas que la fonction RH, c'est tout, c'est tout le staff Afrique qui se décentralise pratiquement. Orange l'a fait, CFAO est en train de le faire sur certains de ses métiers, ainsi de suite. Donc il y a une décentralisation mais vraiment accélérée sur le continent, non pas seulement pour les fonctions RH. L'ensemble des fonctions, je dirais, c'est souvent des fonctions où on touche au people, au marketing, donc des fonctions qui ont un caractère je dirais, local. On ne peut pas connaître un pays, on ne peut pas produire des biens de consommation si on ne connaît pas Il y a un grand groupe qui me disait récemment, on fait de la bière, mais notre directeur marketing est basé à Paris. On connaît pas il faut quelqu'un qui soit à Abidjan, qui sache ce que c'est qu'à checker, qui connaisse les goûts des populations avant de mettre en production les produits. Donc, ça se décentralise fortement. Oui. Et ça se décentralise fortement. Avant, il y avait beaucoup d'expatriés européens. On voit beaucoup, il y a une forme d'africanisation des états-majors. Donc, avec une vraie demande, tu dois l'avoir aussi dans tes demandes, une vraie demande de trouver des Africains qui ont besoin de rentrer et qu'on fait rentrer en Afrique pour renforcer les états-majors de ces groupes. Ouais. Et de C'est une vraie. notre métier. Ah, désolée. Non, tu voulais finir, Patrick, ou Non, je disais juste que c'est une vraie tendance qui s'est accélérée ces ouais. dernières années. Et Bénédicte, donc, vous vouliez... Je disais, non, dans notre métier, on fait des ressources humaines. Donc, on est en relationnel en permanence avec les gens. Et donc, on a une nécessité d'être avec eux, en fait, de les écouter, de les recevoir, de faire des entretiens en présentiel aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi quelque chose de problématique aussi, les entretiens en distanciel. Mais voilà, on a besoin d'être au contact des Mm. collaborateurs, d'organiser des team building, de partager et voilà, des moments avec eux. Donc, c'est nécessaire d'avoir un RH en local, je dirais, sur place. Mhm. Mm. Tout à fait d'accord. Après, dans la destination, je vois aussi pas mal de doublonnage. Ouais. Des RH locales, ce qui n'empêche qu'au niveau du siège, nous, on a une forte RH. Hein. Oui, ça veut pas Donc, décentralisation ne veut pas dire autonomie. ouais, exactement, voilà. Je précise. Mm. Mm. Non, Mm. après, chacun, voilà, les responsabilités, on va dire, et les missions sont réparties. Exactement. Voilà, c'est vrai que je vais prendre l'exemple que je connais le mieux. Hein, donc, De loi, par exemple. non, voilà, nous, c'est vrai qu'on est au niveau du siège, on va gérer toute la stratégie, on va dire même la- on va aussi être porteur de cette stratégie et de cette dynamique, en fait. Mhm. Euh, on doit être vigilant sur justement la mise en place des process et on est beaucoup, beaucoup dans le contrôle aussi, en effet, donc c'est là que je reprends. Mais par contre, en local, ils vont justement partir de notre stratégie et puis l'adapter aux problématiques locales. C'est-à-dire que, et on a des problématiques différentes dans chacun de nos pays. La roadmap RH du Togo est différente de la roadmap RH de la Côte d'Ivoire. Pourtant, on n'est pas loin, c'est sur la même zone, mais on n'a pas les mêmes problématiques en termes d'attractivité, en termes de rétention des talents. Voilà, on n'a pas les mêmes grilles. Enfin, on touche vraiment des personnes différentes. Donc, il faut à la fois avoir
quelque chose de très global et très panafricain dans notre façon de gérer les projets, de déployer aussi nos process, etc. Et en même temps, on doit adapter aussi au local. Donc les deux sont nécessaires. Je suis entièrement d'accord. Et au-delà de l'aspect culturel, nous, un phénomène qu'on voit, c'est que les questions, par exemple, de rétention sur certaines populations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, y compris de pays qui peuvent être limitrophes. Hein. Donc, Bien sûr. et des fois, c'est tel profil, alors dans tel autre pays, pour des raisons aussi de développement de l'économie locale, etc., de maturité, bah, dans tel pays, c'est telle autre population. Mm. Donc, on peut pas poser un Non, même calque, c'est ça. non. Vraiment C'est l'adaptation locale. faut essayer de justement arrondir les angles. Je crois que depuis que je travaille avec l'Afrique, c'est ce que j'ai appris à faire. C'est-à-dire qu'on essaie, on a les Français qui essaient de mettre un carré là, mais non, nous, on arrondit. Voilà, c'est notre job Ouais, au quotidien. vous avez bien raison. Et puis surtout, je vais appuyer sur un point qui est moi, je trouve que le leadership tel qu'on le voit, on peut le vivre en Occident n'est pas le même hein, en Afrique. Et la notion de contrôle dont vous faisiez état tout à l'heure est indispensable parce que je pense que lorsqu'on on écrit une politique RH, une stratégie RH qu'on fait descendre vers les filiales, il est primordial, et c'est ce que nous on conseille à nos clients de groupes internationaux, que le DRH ou la personne qui descend sa politique soit en contrôle. Hein. Je ne vais pas dire en hyper contrôle. Sur le continent, on est encore, on n'a pas, on est face à des personnes qui sont diverses. Je ne peux pas généraliser, mais de façon générale, de façon observable, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on descend une politique, on n'est pas derrière pour contrôler, en tout cas pour contrôler comment ça a été adapté, comment c'est mis en œuvre sur le terrain. On va au-devant de pas mal de désillusions lorsqu'on reste au siège et qu'on ne fait pas ce contrôle-là. Donc, en termes de lead des politiques de siège versus filiale, il est indispensable que la présence des personnes qui sont au niveau des filiales puisse être accrue et plus intense que ce qu'on peut voir. On n'est pas en Afrique, on ne travaille pas forcément beaucoup collaboratif. Le collaboratif existe, mais on n'est pas encore au stade qu'on peut imaginer en Europe. Il y a un mot de collaboration contrôlé. Donc voilà, donc la relation siège et filiale, pour moi, doit être vue au regard de cet aspect-là, sur collaboratif, contrôlé. Voilà. Oui, et communication. La communication à distance, elle est difficile. Donc, on va avoir aussi des problématiques culturelles, hein, bien évidemment, c'est sûr. Là, on en parlait lors de notre échange sur la notion du temps aussi, hein, qui est, qui est aussi différente d'un pays à un autre. Moi, je vais donner des deadlines à mes équipes et puis, bon, en général, je donne toujours 2, 3 jours avant parce que je sais que les deadlines sont plus ou moins respectées. Donc, il faut s'habituer aussi. Enfin, c'est quelque chose qui, au quotidien, voilà, c'est notre travail au quotidien. Et il faut réussir à créer avec ces équipes. Enfin, moi, j'en suis assez fière. Je suis très contente d'avoir pu recruter des personnes en qui j'ai énormément confiance. Et j'ai l'impression qu'elles sont à mes côtés au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette sensation d'avoir des milliers de kilomètres entre nous. En fait, c'est Mmh. comme si on était tout le temps ensemble. C'est aussi le Teams nous permet aussi de réaliser ça. Hein. On fait des comités RH, tous les 15 jours, j'ai des équipes et j'ai des points réguliers avec eux. J'impose la caméra aussi. Et ça permet vraiment d'avoir une grande confiance et une grande communication. Il y a un problème, par exemple, à Kinshasa, sur une difficulté talent, je suis au courant très rapidement, malgré la distance, en fait. Donc, on a créé aussi des relais de communication qui sont importants et je pense que c'est nécessaire, c'est Alors, indispensable. justement, vous parlez de la question du temps. Alors, c'est toi, Jean-Michel, qui avait. C'est une bonne conclusion. Donc, effectivement, tu en parlais comme effectivement d'un sujet, alors un peu philosophique, on va dire, mais qui est lié aux ressources humaines et que sur lequel enfin, tu vas intervenir. Enfin, et donc, on parlait de cette question du temps en Afrique et dans son implication sur une organisation. Ah bah, non, effectivement, on discutait des différences culturelles qui sont importantes, effectivement. On le rappelait, 54 pays africains, voilà, 54
voire plus cultures différentes. La dimension du temps fait pour moi partie des éléments culturels qui sont importants, surtout dans les grandes entreprises, où c'est souvent, effectivement, on a des délais, on a des comités, des réunions, des copiles. Et ben voilà, faut intégrer que, surtout qu'en plus, dans les relations entre des sièges qui peuvent être en Europe hein, et des filiales en Afrique, ben, cette appréciation du temps n'est pas la même. Et encore, mais j'ai envie de dire ce qui est vrai aussi en Europe. Hein. L'appréciation du temps entre un Suisse, un Allemand et un Français. Ah ouais. Les Allemands sont là un quart d'heure avant le démarrage de la réunion, les Suisses à une minute avant, les Français arrivent un quart d'heure après. Euh, j'ai souvenir d'une discussion avec un ministre en Afrique centrale qui avait reçu un ancien Premier ministre français qui aime bien l'Afrique, euh, genre avec presque 1 heure de retard, mais expliquant qu'il avait rendez-vous à 14 heures, donc à 14h59, il était toujours à l'heure. Quand moi j'explique à mes collègues allemands que si j'arrive à 15h02, c'est pas non plus la fin du monde par rapport à 15h, bah, je me fais mal voir. Ouais, j'imagine dans ce pays-là. Donc c'est une dimension super importante parce que c'est ancré dans la culture et c'est pas avec les normes ISO qu'on va changer ça. Les process, c'est énorme. Donc il faut savoir gérer cette appréciation du temps qui a un impact RH, mais aussi financier ou autre. On va parler longuement des délais de paiement en Afrique. Ouais. Mais c'est pas une question de cash ou pas cash, c'est une question d'appréciation du temps qui est tout à fait différente. Mais dans le domaine RH, ça a quand même aussi une importance, parce qu'aussi le cycle des évolutions, des évaluations, ça joue aussi. Voilà, donc tout ça, la dimension temporelle, pour moi, est un vrai enjeu RH et même bien au-delà. Excellent pour conclusion. Alors, il nous reste un petit quart d'heure pour des questions. Alors, on va peut-être commencer par la salle. Oui, Jean-Roch Sergent, donc. Oui, bonjour. Sagessa. Ça. Juste une petite question en forme de boutade, parce que la direction des ressources humaines est donc une direction. Est-ce qu'elle est autant féminisée en Afrique? Et vous comprenez la question sous-jacente des rapports hommes-femmes et des rapports de subordination quand c'est une femme. Alors, je vais commencer à répondre avec. Alors, chez Deloitte, oui, c'est très féminin. Oui, ça peut être compliqué parfois. Euh, J'avoue que donc moi, depuis que je travaille chez Deloitte Afrique et que je suis DRH, je- en fait, on va dire, j'ai fait mon chemin. Ça n'a pas été simple tous les jours en tant que femme française aussi, euh, avec des associés voilà, africains, c'était pas simple. Mais en fait, je pense que à un moment, on voit plus le genre. C'est-à-dire ce qui compte, c'est justement l'expertise. Donc, quand vous avez un associé qui vous appelle parce qu'il a besoin de vos conseils sur, je sais pas, une telle problématique, je pense que ce soit femme ou homme, qu'importe. Ça, c'est chez Deloitte. On essaye vraiment de développer la parité. On est encore un peu loin au niveau de notre top management, hein. On essaye vraiment de développer ça. Mais oui, c'est très féminin, on va dire, dans les RRH et c'est assez masculin dans les DRH. Encore, aujourd'hui. Je peux faire plusieurs réponses. Avec le CIAN, depuis 2 ans, on fait l'observatoire pour les entreprises africaines, enfin, filiales françaises d'entreprises africaines, filiales, ouais, de l'égalité femmes-hommes. Autant dire, donc il y a 25 critères qu'on regarde, pas que RH d'ailleurs, aussi innovation, etc. Autant dire qu'il y a un code du travail. Donc sur le continent africain. Et moi, quand je vois mes clients, il y a quand même une majorité d'hommes assez significative à des postes de direction, de ministre ou autres. Donc il y a quand même une spécificité. Voilà, on est encore loin en Afrique. Et puis pour donner à l'inverse, nous chez Bearing Point en France, donc sur la région, sur l'ensemble de la France, on est 60% hommes, 40% femmes. Donc on n'est pas tout à fait à la parité au global. Hein. Même chez les associés? Ah, c'est encore plus bas. Évidemment, on a le même problème que vous, que plus haut. Oui. Mais quel est. Alors, il y a deux choses. 60-40, c'est très spécifique en France. On est plus équilibré en Allemagne, par exemple, parce que la moitié de nos recrutements, c'est école de commerce, la moitié, c'est école d'ingénieurs. Mhm. Et parmi les écoles d'ingénieurs en France, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. Dans le gros plus. Tout à fait. Donc, malheureusement, à la fin, nous, ça se retrouve dans le recrutement. Bah, on a quand même un déséquilibre. Et paradoxalement, que je n'ai pas en Afrique. Moi, mon équipe Afrique est majoritairement féminine. Un petit plus. Enfin, c'est du 52-48. Mais c'est le conseil. et c'est déjà, d'une part, c'est le conseil,
Oui, mais moi, quand je dis les 60-40, c'est aussi le conseil, c'est le même métier. Donc, et ce qui est lié aussi à un phénomène, c'est que j'ai beaucoup de Français, beaucoup de Marocains aussi, et au Maroc, ça a été une politique d'une dizaine d'années, les écoles d'ingénieurs, c'est 50-50 quasi. Mm. Mm. Donc, finalement, moi, mon recrutement à la base, il est, comme école de commerce, il est équilibré, université, hein, 50-50. Ce qui fait que j'ai une équipe Afrique finalement qui est vraiment équilibrée pour le coup. Par contre, c'est à la différence de la France où, à cause voilà, des écoles d'ingénieurs qui sont encore très masculines en France, hein, on a ces équilibres. Sur les questions de parité, nous, sur le recrutement, on est à peu près à 50-50. Les sorties d'école, c'est facile. Notre problématique, c'est de retenir les femmes. On a le même. Voilà. C'est pareil. Donc, en fait, du coup, vu qu'on est pyramidal, plus vous montez, plus c'est compliqué. Alors, on essaye de mettre en place des politiques d'accompagnement et autres, donc même ne serait-ce qu'en termes de parentalité, mais là, c'est pas que pour les femmes, hein, pour les hommes et pour les femmes. Mais oui, non, c'est extrêmement difficile. Et alors, nous, par contre, sur certains métiers plus que d'autres, c'est pour ça que c'est différent. Vous prenez tous les métiers du financial advisory, alors c'est très masculin, j'imagine. Très masculin, même si on essaye de mettre aussi des quotas, même à nos chasseurs, on leur demande de nous présenter autant de candidates que de candidats, ce qui est parfois complexe dans certains pays sur certains métiers, mais on le fait quand même. Voilà, mais à compétences égales, bien évidemment, il n'y a pas de sujet. Mais je veux dire, ça reste quand même aujourd'hui problématique, que ce soit en France ou en Afrique, hein. C'est la même chose. D'autres questions? Oui. Alors, Romain au fond. Juste pour répondre Oui. sur la Alors, question. pardon, Patrick, excuse-moi. Oui. Ouais. Alors, je dirais que la fonction RH est très fortement féminisée avec une forte proportion de femmes dans les tâches administratives dans les entreprises pour lesquelles on travaille sur le continent. Lorsqu'on monte une femme DRH, elle vit le machisme de façon très, très, très violente. On a assisté à plusieurs scènes de femmes africaines DRH. Alors après, c'est une question de compétence et de niveau de la personne, mais il y a une forme de machisme, une relation aux hommes dans les rapports qui est très, très, très ardu vis-à-vis de ces DRH femmes qui sont obligées encore de se positionner en tant que telles pour pouvoir faire correctement leur travail. D'accord. Alors oui, alors Romain, et puis ensuite, ouais. Romain. Je travaille pour un cabinet de recrutement via Africa, on est spécialisé sur l'Afrique. J'ai une question pour vous, Bénédicte aussi, sur la diaspora. Nous, pas mal de nos candidats sont issus de la diaspora, c'est le très bon candidat, ils sont appréciés de nos clients. C'est vrai qu'ils sont exigeants naturellement en termes de salaire, de package, et ça peut créer des tensions sur place, même s'ils sont en contrat local avec les entreprises. Comment vous gérez ça? Avec difficulté. Alors, je le disais, on n'a pas vraiment deux grilles. C'est pas tout à fait ça. On a une grille et après, on va dire, avec des primes, compenser justement cette expérience et ces compétences internationales qu'ils peuvent avoir en fait des collaborateurs qui viennent de l'étranger. Au quotidien, c'est assez difficile à gérer. C'est assez difficile à gérer parce que, je disais tout à l'heure, on a souvent des gens très doués et donc qui vont avoir un parcours accéléré. Donc, on va faire des jumps, on va leur donner des opportunités, des missions. Voilà, ils vont avoir des clients assez rapidement qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc, forcément, ils vont aller encore plus vite, ils vont monter encore plus vite. Donc, on va avoir cette vraie difficulté au quotidien. Mais bon, on essaye de faire en sorte de travailler sur les deux tableaux et voilà. Mais au quotidien, non, c'est pas simple. C'est pas simple. On n'y arrive pas tous les jours. Nous, on n'a qu'une grille, mais on a des volumes beaucoup plus petits, donc c'est aussi logique qu'on n'a qu'une grille. On n'a pas voulu rentrer dans ce genre de débat parce qu'on s'est dit que ça allait être ingérable. Alors, Kate Toumoisson, une question? Oui, moi je suis la directrice Afrique du groupe Comte Alexander. Je voulais apporter une remarque par rapport à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. D'abord, les sujets de machisme, c'est vrai que ce n'est pas que les fonctions RH, hein. C'est aussi un poste de DG femme qui pose des difficultés, d'autant plus que les entreprises nous demandent
pour nous, la plupart du temps, d'avoir certes des recrutements un peu divers, mais avoir des femmes. Avec un des jeux aujourd'hui, les clients nous demandent, ça serait bien d'avoir quand même un profil féminin. Et moi, je voulais un peu apporter une remarque par rapport à un sujet que je n'ai pas entendu, c'est les recrutements de masse aujourd'hui, qui sont des vrais défis pour les DRH, notamment dans l'agroalimentaire, dans les secteurs d'extraction, etc. On a besoin, pas de consultants, de conseils, etc., mais des niveaux un peu inférieurs, parce que les DRH sont devenus aussi, enfin, ont une certaine responsabilité aussi dans certains pays par rapport à comment répondre aux défis de l'emploi. On a chaque année des millions et des millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Il y a très peu de postes disponibles et l'État, les politiques publiques ne sont pas encore bien armées pour mettre en pratique un certain nombre pour créer tout simplement de l'emploi et apporter cette employabilité aux jeunes. Donc, ça, je le vois sur le terrain. Mais ma question, c'est de voir avec vous, enfin, est-ce que au travers de vos expériences, vous voyez des mécanismes mis en place dans les entreprises, justement, pour répondre aussi à ces grands défis. Les entreprises comme Auchan, etc., mettent en place des académies pour former eux-mêmes, faute de formation académique publique. Mais est-ce que vous avez des exemples à ce sujet? Parce que c'est un gros défi, un boom de population et qui doit être au travail. Je vous laisse répondre. En fait, j'ai l'impression que tu as apporté la réponse dans la question. C'est qu'effectivement, beaucoup d'entreprises qui ont des gros besoins de recrutement, et pas que de jeunes, ça peut être aussi sur des profils plus expérimentés, font leur propre académie. Moi, j'ai travaillé une dizaine d'années pour un groupe pétrolier français en Angola. Le problème qu'ils avaient numéro un, c'est 20 000 personnes, cette filiale. C'est pas tant les plus jeunes, parce que ça se forme assez vite, mais c'était le middle management. Parce qu'au middle management, donc à l'époque, c'était autour de 35 ans, correspondait aux jeunes qui, 15 ou 20 ans plus tôt, étaient pendant la période de guerre civile. Donc, autant dire que les universités pendant la guerre civile en Angola n'étaient pas les plus développées, et puis c'est pas facile de faire les cours. Et donc, il y avait besoin, quand des gens étaient rentrés plutôt sur les métiers techniques, qu'à un moment donné, on pouvait leur donner des responsabilités d'encadrement, de management, il leur manquait un petit peu la couche, entre guillemets, type MBA, type voilà, formation. C'était le groupe en question qui montait sa propre académie. Et là, beaucoup sur des soft skills, sur du management, à part de la technique, pour compenser la déficience qui était liée à une guerre civile ou à des problèmes d'État avant. Et sur des profils plus jeunes, pareil, c'est aussi un enjeu de formation. Hein, parce que très souvent, c'est une totale inadéquation des formations. Et malheureusement, moi j'ai discuté avec dans sa prémisse de Côte d'Ivoire, qui étaient désolés de voir que pour des problèmes de soudure, ils avaient fait appel, ils avaient besoin de 1000 soudeurs sur un certain temps, il y en avait 900 qui étaient togolais. Parce que l'enseignement supérieur de son pays ne formait pas des soudeurs. Beaucoup de sociologues et de psychologues, ça c'est clair, mais pas assez de soudeurs. Donc, et c'est une des problématiques aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de formations. Alors déjà, il faut accéder à cette formation, c'est un point. Donc, il y a tout un enjeu autour de la formation. Ça, c'est un sujet immense. On est reparti pour 1 heure et demie. Minimum. Non, mais c'est un vrai sujet. Et souvent, des grands groupes, moi, les exemples que j'ai, c'est des grands groupes internationaux, même nationaux, hein, qui contrebalancent ce déficit en ayant leur propre académie. Oui. Alors, Sandrine, Stéphane. Patrick veut parler sur ce point. Patrick, sur la question des recrutements massifs, Oui, sur le sujet évoqué par Madame Moisson, c'est le problème, un des vrais défis de l'Afrique, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est la formation Bac plus 2, la formation de jeunes techniciens. Les universités n'en produisent pas assez ou les écoles n'en produisent pas assez dans tous les pays d'Afrique. Donc ça, c'est un constat global. Donc du coup, lorsqu'on arrive au niveau du recrutement, évidemment, il y a une pénurie de recrutement de ces niveaux de postes. Et nous, cabinet, tout beau cabinet comme on est, que nous sommes autour de la table, on va frapper très haut, on va chercher des dirigeants, ainsi de suite. Ça, on trouve facilement. Donc le vrai défi du continent aujourd'hui reste sur le niveau d'éducation, au niveau des techniciens, des formations professionnelles, et de façon générale sur tous les pays en Afrique. Guerre ou pas guerre, c'est un défi. Le défi de la formation qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Donc, je ne sais pas vraiment répondre à la question de il y a une vraie pénurie, il y a un vrai gap que l'Afrique doit combler en produisant plus de jeunes formés au niveau bac plus 7. Alors, Stéphane, tu avais une question? Juste avoir une question, deux petites remarques sur ce qui a été dit précédemment. Sur la formation par les académies des sociétés, moi j'étais dans un groupe, travaillé dans l'automobile et on avait
manquait de mécaniciens, d'hôteliers, de peintres, etc. Donc, nous avions nos propres académies, en particulier au Kenya, en Côte d'Ivoire. Et en fait, on se faisait piquer la qualité de nos gens. Alors, on s'en plaignait pas parce que finalement, on les retrouvait dans nos réseaux. Et donc, on améliorait la qualité du réseau. Bon, ça, c'est un peu gâteau comme un truc. Mais en fait, c'est ça. On se faisait piquer les yeux. Après, sur les femmes dans les staffs, juste pour vous donner un exemple, au CIAN, nous avons un conseil d'administration qui forme de 25 personnes. Donc, les entreprises qui sont membres du CIAN sont vos clients, les clients africains. Sur 25 personnes, ce n'est pas nous qui les choisissons, ce sont les entreprises qui nous envoient les administrateurs, il y a une femme. Non, maintenant, il y en a deux. Ah, 100%, c'est pas vrai. voilà. Ma question, elle est autre. Lorsque j'étais en Afrique, il y avait, on disait ça, on disait que on avait du mal à mettre des cadres locaux dans leur propre pays. Il y avait un système disons que d'autonomie par rapport à leur environnement. Alors, ce qui était, ouais, moi je pense que c'était effectivement nigérien, mais est-ce que c'est toujours vrai? Ce fait que quand on met des gens d'un pays dans leur pays, après, on peut avoir des problèmes sur leur autonomie par rapport à leur environnement. Patrick? Oui, oui, c'est toujours vrai. Je dirais que c'est toujours vrai. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est même dans les cahiers des charges de recrutement, c'est justement ne pas mettre une personne des diasporas qu'on recrute dans son propre pays, au moins au début. Souvent, sur l'impatriation, c'est très difficile. Enfin, mieux vaut mettre la personne qui rentre dans un autre pays que son pays dans les premières années, le temps de s'acclimater, de revenir en Afrique. Euh, oui, le sujet est toujours vrai, Stéphane. Je pense que, mais j'ai l'impression, et ça c'est une vision très personnelle, j'ai l'impression que avec ces demandes accrues de féminisation aussi des états-majors, les femmes résistent plus que les hommes aux tentations. J'intuite ça comme ça. Je n'ai pas d'éléments de preuve, mais j'ai l'impression que les femmes intuitent plus. Et j'assiste, on a quelques exemples aussi de phénomènes inverses d'Africains ou d'Africaines qui viennent en Europe. On a fait pas mal de recrutement et c'est souvent les femmes qui font ce pas-là. Les hommes ne font rarement le pas de partir d'Afrique. Pour l'expérience qu'on a eue, on a eu récemment pas mal d'expériences de femmes africaines à des très beaux postes qui viennent en Europe dans les sièges sociaux de grands groupes, à l'inverse des hommes qui j'ai l'impression qu'ils ont plus envie de rester sur le continent. Mais oui, le phénomène environnement joue toujours. Il y a une petite évolution. Oui, Kadiatou, allez-y. Oui, il y a une petite évolution, par contre, sur certains projets d'envergure, comme dans les mines, où on applique le critère de préférence nationale. Dans les dossiers d'appel d'offres, l'État exige que le DG soit local. J'ai fait un recrutement il y a 3 mois en Guinée d'un directeur général dans la microfinance et il était exigé dans les contrats, dans le cahier des charges, qu'il soit guinéen, ou de Guinée ou de diaspora. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de changer pour certains secteurs particuliers. Et certains pays, aussi. Certains pays même. Pour aller dans le sens de Patrick, moi je suis Bankpoint, on a au bureau français, on est donc 1200, on a 27 nationalités différentes. Première, c'est français, surprenant. Deuxième, c'est marocain. Et déjà toutes les autres après, c'est très très loin derrière, mais c'est aussi parce qu'il y a toutes les formations de jeunes Marocains qui viennent faire leur classe prépa et leur 3 à 4 ans d'études en France. Et par rapport à la question, moi j'ai aussi vécu le cas qui est aussi assez gênant de voir des consultants sur des missions. Donc des consultants qui ont fait justement leurs études en France venant d'un pays, faisant une mission dans ce pays-là, voilà, et qui, alors, les gens pensant qu'ils parlent que français et pas la langue locale, se permettaient des commentaires du genre, regarde-moi celle-là, elle se prend pour une vedette parce qu'elle a fait 5 ans en France. Il y a aussi une tirasse, jalousie qui peut être entre ceux qui ont tout le temps resté dans le pays et par rapport à des jeunes qui reviennent, etc. Et ça, il faut aussi le gérer parce que ça peut pas forcément toujours arriver. D'où les difficultés d'intégration, justement, de retour au pays de cette diaspora qui parfois se solde par un échec. Et bon, c'est pas simple.
Sandrine, tu avais une question, oui? Oui, est-ce que vous pensez que les DRH des filiales des groupes européens ont un rôle moteur à jouer dans les pays africains pour faire évoluer? Et par exemple, au SIAM, on a travaillé sur la formation professionnelle et on a incité, en faisant aussi des ateliers avec des DRH, à ce qu'ils s'impliquent pour l'évolution, par exemple, du cadre, des stages, de la formation duale, la législation puisse évoluer pour intégrer des pratiques qui existent ailleurs, qu'on trouve très formatrices et qui n'existaient pas du tout dans ces pays. Alors, oui, bien sûr. Nous, ce qu'on a constaté, alors, l'évolution de la législation, je prends l'exemple du télétravail. En Afrique, aujourd'hui, enfin, nous, si on a réussi à le mettre en place, c'est parce que la législation a évolué aussi dans les pays. Donc, et ça venait aussi en partie de l'Europe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur de nombreux sujets, on constate quand même une certaine évolution grâce à tous ces DRH donc, qui sont présents. Alors nous, on fait beaucoup d'éminence aussi enfin, sur les sujets RH en Afrique. Donc voilà, je pense que par ce biais-là aussi, on va réussir à faire bouger un peu les lignes et faire bouger les choses. Je sais pas si, Je suis d'accord. Virgile, est-ce qu'on a des questions en ligne? Non. C'est bon. Une dernière? Tout le monde? Non, on est bon. Bon, bah alors, Patrick, non, donc merci à tous. Alors, merci Bénédicte, merci Jean-Michel, merci Patrick Merci, Igor. au Togo. Et donc, bonnes vacances, hein, parce qu'il n'y aura pas de commission RH au mois de juillet, au mois d'août. Ah bon? Oh, non. T'es bien fait, toi. Non, j'avais pensé en faire une place de la Concorde le 7 août, mais je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Voilà, donc, au mois de septembre ou d'octobre, et puis à ceux qui sont là, merci d'être venus. Merci à Igor, notre président de la commission RH. Merci, Igor. À Merci. bientôt.